Bonjour à tous et à toutes, ici Nicolas de Montréal. On est vendredi et c'est ma journée de congé aujourd'hui. Et je voudrais en profiter pour répondre à une question que Jessica m'a posée cette semaine à propos de l'ego, la personne. Donc, les questions sont, c'est quoi l'ego, premièrement? Et est-ce que l'ego nuit ou aide à l'élévation spirituelle? Et aussi, comment atteindre le bonheur, le vrai bonheur? Donc, allons-y. Ça, c'est dans un contexte où on est en train de faire des lectures sur le bouddhisme. Donc, il y a l'aspect de la souffrance avec l'ego, la maya, qui est l'illusion de la réalité. Donc, l'ego, il y a une phrase intéressante dans le jovialisme, c'est « La personne, c'est personne ». Dans le fond, l'ego, c'est un terme qui a été inventé par la psychologie. Donc, si on remonte plus loin, on pourrait parler de la personne. La personne vient du mot persona, en latin, qui veut dire... non, je pense que ça vient du grec même. Ça vient du grec, qui veut dire masque. Les Grecs avaient un théâtre très particulier où il y avait des gros masques. C'est une époque où il n'y avait pas d'amplification autre que celle qu'on voyait. Donc, je veux dire, il n'y avait pas d'amplification électrique. Donc, c'était tout était grossi, donc c'était des gros masques. Et c'est ça, la personne vient de cette idée que la personne est comme un masque qu'on met devant nous. On pourrait dire qu'elle est une illusion si on est dans un contexte bouddhiste, illusionniste. Alors là, la personne devient une illusion, comme le monde. Et le but est d'entrer dans la conscience, de devenir un Bouddha. Et pour ça, c'est pour ça que les yogis, eux, vont délaisser le monde. Parce que yoga veut dire laisser aller. Le yoga t'amène à délaisser l'argent, à délaisser la sexualité, ta personne, le monde, pour entrer dans quelque chose de beaucoup plus vrai. Bon, les maîtres les plus avancés comprennent que c'est pas réellement une illusion au premier niveau de la pensée, mais c'est ce qui est enseigné par des petits maîtres. Donc la personne, c'est personne. Qu'est-ce que ça veut dire? On peut réfléchir beaucoup sur le sujet, mais il n'y a rien de mieux qu'une expérience pour comprendre. Donc, il faut faire l'expérience de la conscience pour comprendre ça vraiment au deuxième niveau de la pensée. Et moi, je me rappelle, j'ai fait une expérience à un certain point, une expérience mystique, où Nicolas n'existait plus, mais pourtant j'étais conscient. Nicolas n'existait pas, donc il avait cessé d'exister. J'étais rendu à un niveau tellement subtil que Nicolas n'avait pas suivi. Et pourtant, la conscience était là, un observateur. En anglais, on va dire « the observer », l'observateur, avec un grand O. Et c'est ça la conscience. La conscience, elle est hors du temps et de l'espace. Donc, Nicolas est dans le temps et l'espace. Nicolas est né en 1975. Il va mourir éventuellement. Mais moi, est-ce que je vais mourir? Est-ce que je m'identifie à Nicolas ou à ma conscience? Ou à mon corps le plus subtil? Jean-Paul Sartre avait une théorie intéressante. C'est le corps pour autrui et le corps pour soi. Il faut faire la différence. Donc, je dirais que le corps pour autrui, c'est l'ego. C'est ce que les autres voient. Donc, si moi, je suis une personne du premier niveau et qui ne croit pas à la vie après la mort, qui croit que les médiums sont des clowns, bien,
quand la personne meurt, c'en est fini. C'est fini de l'entité Nicolas. Mais pour quelqu'un qui est médium, par exemple, comme ma sœur, quand ma grand-mère est morte, elle était à l'église, à l'enterrement, tout le monde pleurait. Ma sœur, elle, il y a ma grand-mère qui allait de personne en personne en faisant des blagues. C'était complètement l'inverse. Ma grand-mère n'était pas triste. Elle était contente d'être partie. Donc le corps pour soi, c'est ce corps qu'on se crée soi-même et qui est éternel, qui est basé dans un centre de gravité permanent. Donc il faut se donner un centre de gravité permanent qui fait que quand on meurt, quand je meurs, quand le je meurt, je veux dire, au lieu de on, le petit je, quand Nicolas meurt, moi je ne meurs pas, parce que je comprends que je suis plus vaste que ce petit vaisseau. Un exemple, c'est les gens qui ont des autos, des fois ils vont dire « Ah, je me suis parqué dans la rue, juste en avant. » Au lieu de dire « J'ai parqué mon auto dans la rue », ils disent « Je me suis parqué ». Donc ils s'identifient au véhicule. Mais c'est un peu la même chose. Le véhicule, c'est le je, c'est Nicolas. L'auto. Le conducteur, c'est la conscience. Donc, le point de vue du bouddhisme, en fait, l'hindouisme, bouddhisme, c'est ça, c'est de voir le monde comme une illusion, mais encore là, ça c'est la vision des petits maîtres, parce que c'est pas ce que les grands maîtres enseignent, en fait. Ils ont une meilleure compréhension du monde, qui rejoint la mienne aussi, qui est le contraire, plus un buggy, qui est, au lieu de tout laisser, je prends tout. Et donc, je prends l'argent, je m'harmonise avec l'argent, je m'harmonise avec la sexualité, je m'harmonise avec tout, parce que je sais que si j'ai des insatisfactions, si par exemple, dans ma vie, je n'ai pas réussi à m'harmoniser avec les femmes, et que je quitte mon corps, c'est possible que je revienne dans une vie où je vais avoir beaucoup de femmes, parce que je n'aurai pas encore vécu toutes les expériences à vivre avec la jante féminine. Et en ce sens, j'aime beaucoup la pensée d'André Moreau à ce sujet, qui est un homme qui a pris tout, qui a eu beaucoup de femmes dans sa vie, il a eu beaucoup de succès, il a écrit beaucoup de livres, il a pris beaucoup, il s'est entraîné, il a construit son corps physique, il a vécu dans le monde. Donc c'est un buggy. Donc, est-ce que l'ego peut nuire ou aider au développement spirituel? Ça dépend comment on le voit. Encore là, ça dépend dans quelle perspective. Si on le voit d'une perspective plutôt orientale, la tendance est de dire que l'ego est dans le chemin, en fait, crée des interférences. Donc il faut fermer le mental, fermer l'ego, s'élever dans l'esprit. Et ça fonctionne. C'est démontré, ça fonctionne. Mais est-ce que ça fonctionne pour un occidental comme moi? Je sais pas. Tandis que moi, dans ma tête, c'est plus qu'il me faut juxtaposer ma personne avec mon être. Donc, au lieu de tuer la personne, d'en faire l'ennemi, comme malheureusement c'est enseigné dans la psychologie, eh bien, j'en fais mon ami et j'en fais le vaisseau. C'est par la personne que je monte dans l'être. Donc, c'est pas une réponse A ou B, c'est les deux en même temps. Il faut simplement décider quel chemin tu vas suivre. Parce que si tu marches sur deux chemins en même temps, tu vas t'écarteler. Et puis, moi, j'ai commencé par le chemin plutôt yogique, oriental, parce que c'est tout ce que j'avais, c'est tout ce que je pouvais trouver dans les livres. Et même des auteurs occidentaux, ils vont constamment se référer à ça parce qu'ils ne connaissent pas mieux. Mais quand j'ai rencontré la pensée d'André Moreau, et André Moreau en personne en plus, c'est un professeur qui est ici à Montréal, donc j'ai pu le voir. Ça a dépassé la théorie. J'ai vu comment il vivait, encore à 70 ans, avec ses 3 compagnes.
dans l'abondance de l'infini. Et à quel point il ne s'est jamais oublié. Il ne faut pas oublier. Donc, dans la pensée jovialiste, on est plutôt c'est immatérialiste et le monde n'est pas une illusion, le monde est une représentation. Donc, chaque aspect de ce monde est vrai. Nicolas est vrai. Par contre, je pense qu'on peut juger au niveau de la permanence pour se donner une meilleure idée. Nicolas est très impermanent. Nicolas qui vous parle présentement, il est très impermanent. J'aimerais vivre jusqu'à 100 ans. J'aimerais vivre beaucoup plus si je trouve la manière d'être en santé et d'être pleinement conscient. 400 ans, pourquoi pas? Mais je ne vais pas m'oublier. Et ça, vous le voyez dans mes vidéos, je ne m'oublie pas. Et donc, je ne tombe pas dans le panneau de dénigrer mon ego. Tu dois aimer Jessica. Non, je réponds à Jessica, mais en fait, c'est à chacun d'entre vous. Tu dois aimer, tu dois être capable de te regarder dans le miroir et dire « Je t'aime. Oh, je suis en amour avec toi, avec moi. Je suis en amour avec moi-même. » Et comment aimer les autres si on ne s'aime pas soi-même? Donc, on doit... Il n'y a pas on doit, c'est pas vrai. Comme je le dis depuis tantôt, il y a le chemin oriental et le chemin occidental. Le chemin occidental n'est pas très connu. Il faut gratter vraiment pour le trouver. C'est le chemin du boga qui est de tout prendre. Alors que le chemin du yoga est à la mode. Tout le monde fait du yoga, le power yoga. Pour moi, le power yoga, c'est un peu une aberration. C'est un peu comme la pizza américaine. La vraie pizza inventée par les Italiens, c'est plate. C'est une petite croûte toute fine, c'est délicat. Alors qu'ici, on est rendu avec des super pizzas avec de la croûte, avec une super croûte, avec du fromage dans la croûte, du bacon dans la croûte, du double fromage en dessous, au-dessus. Ce n'est plus, c'est la version américanisée. Donc ici, quand on nous parle de yoga, je suis toujours méfiant. Surtout quand ces professeurs sont des Occidentaux qui n'ont jamais voyagé, ils ont une idée préconçue. Ils ne sont pas nécessairement fautifs, ils n'ont pas tort. Mais moi, pour moi, ils ne m'intéressent pas parce qu'ils n'ont pas... Ils sont des Occidentaux et ils enseignent des théories et des pratiques orientales. Et à mon avis, ils ne sont pas à leur place. Ils ne respectent pas leur vibration. Moi, ma vibration, elle est occidentale. Je viens des Grecs. Le grec, le latin, le français. C'est toute une énergie, c'est toute une pensée. Et les Grecs ont atteint un sommet aussi. Les hindous aussi, le Veda, c'est un sommet, mais c'est écrit dans des langues qui sont incompréhensibles pour moi. Je ne peux pas remonter à la racine. Donc, l'ego peut te nuire et t'aider. Et ça peut être les deux en même temps. Un peu comme quelqu'un qui essaie de se soulever dans les airs en tirant sur ses lacets. Il peut forcer, il va forcer, mais ça ne lèvera pas. Le gros danger, à mon avis, c'est d'être perdu, de ne pas avoir clair dans ces deux chemins. Donc, décide ou décède. Donc, décide. Moi, je suis pas... Un peu comme je suis crudivore à 95%. Bon, je dirais que je suis occidental à 95%. Dans ma pensée, j'ai étudié aussi toutes les pensées hindoues. J'ai lu les livres anciens. Je me suis intéressé au yoga. Je fais du yoga chaque matin. Mais ce n'est pas dominant chez moi. Ce n'est pas dominant dans ma pensée. Ce qui domine, c'est l'aspect de la philosophie, de la métaphysique, la réflexion philosophique. Pour moi, c'est fondamental. Poser des questions. Et c'est ça les Grecs. Les Grecs ont posé des questions sur c'est quoi la personne. Cette question que tu me poses, c'est quoi l'ego? C'est une question que les Grecs se sont posées. Plusieurs grands philosophes ont répondu à ces questions.
et de manière très, très intéressante. Et si je veux répondre à la dernière question, comment atteindre le bonheur? Oh, c'est la bonne question. Une phrase qui, moi, m'a toujours aidé, c'est « Follow your bliss ». Suis ton extase. Si tu fais ce que tu aimes, ben c'est sûr que c'est facile d'être heureux. Tu es au bon endroit au bon moment, c'est facile d'être heureux. If you don't follow your bliss, si tu ne suis pas ce qui te rend heureuse, mais c'est sûr que c'est détrimental. Moi, je connais des femmes qui, quand ils étaient jeunes, voulaient faire de la danse. Et bon, ils avaient un père très dominant et il les a ramenés vers quelque chose de masculin. Et là, ils sont dans un emploi masculin. Et ils ne sont pas nécessairement heureux. Ils ne se sentent pas nécessairement totalement à leur place. Bon, ils font de l'argent, ils sont bien, mais ils ne sont pas heureuses, épanouies. Alors que moi, j'ai eu aussi un père dominant il m'a appuyé à sa manière, mais il ne m'a pas appuyé dans ma carrière d'artiste. Il y a même un certain point où il commençait à créer des interférences. Mais moi, je ne me suis jamais oublié. Donc, quand je suis venu à Montréal, quand je suis parti de chez mes parents, j'ai mis une distance assez grande pour que je puisse me trouver mon équilibre. Parce que mon père est intelligent et pour être un avocat. Il sait comment parler, il sait comment convaincre. Et il m'a convaincu plusieurs fois quand j'étais chez lui. Mais au fond, je savais que je voulais être un artiste et il me suffisait d'avoir du temps pour y réfléchir puis de pratiquer mon art. Donc quand je suis arrivé à Montréal, je ne me suis pas oublié, mais tout concordait à m'oublier. De partout, j'avais une pression qui me disait « Il faut que tu travailles, va travailler, oublie-toi là, pense pas à toi là, c'est pas le temps là, vas-y ». Mais j'ai été assez intelligent pour dire « Non merci, là. Je mets le pied dans la porte, crissez-moi la paix » en bon québécois. Laissez-moi tranquille. Et puis là, c'est ça. C'est là que j'ai demandé l'aide sociale. Vous connaissez mon histoire. Et j'ai été près de 8 à 10 ans sans travailler. Mais ça, c'est sans travailler. Sans être sur le monde du travail, mais j'ai travaillé fort. Ça, c'est toutes ces années. J'ai fait plus de 400 spectacles. J'ai fait plus de 8 albums de bande dessinée. J'ai écrit des livres. J'ai fait des peintures, une centaine de peintures. Donc, je suis très fier. Un album de musique. J'étais très heureux. J'étais heureux pourquoi? Parce que j'ai pas laissé les autres me dire quoi faire. Bien sûr, ça nécessite de savoir qu'est-ce que tu veux faire. Hein? Qu'est-ce que tu t'es donné à être? Ça, c'est une bonne question. Qu'est-ce que je me suis donné à être dans cette vie? Pour moi, à partir de 10 ans, déjà, c'était clair. Je veux être un BDiste. Bon, après, c'est devenu plus vaste, donc un artiste. Exprimer la beauté sous toutes ses formes. Voilà pourquoi je suis ici. C'est aussi simple que ça. Donc, tu dois trouver pourquoi tu es ici. Pourquoi tu t'es donné un être. Pourquoi tu t'es donné à naître à tes parents. Pourquoi tu es ici. En quoi tu es la meilleure. Et je dis pas de commencer tout de suite là, à 100%, à tout casser puis à changer. Ça peut pas marcher comme ça, mais par exemple, si c'est la danse. Quand tu étais jeune, vers 4 ans, ce que tu aimais, c'était danser. Mais là, l'aspect rationnel est venu, ou tes parents, ou le monde t'a amené vers quelque chose que tu n'aimes pas vraiment, que tu penses que tu aimes, mais qui ne te satisfait pas. Bien, commence à danser. Prends un cours de danse, forme un groupe de danse, puis donne-toi chaque semaine du temps pour danser. Et puis, peu à peu, tu vas développer une excellence, parce que c'est ce que tu aimes le plus, c'est ça en quoi tu es bonne. Tu vas te faire des contacts. Peut-être même devenir professeur de danse, 2-3 fois par semaine, 2-3 soirs par semaine, professeur de salsa. Et puis, peu à peu, la danse peut reprendre la place dans ta vie, et là, tu peux t'épanouir. Mon secret,
mon secret du bonheur, c'est que je n'ai jamais laissé de côté ma passion. Dès l'âge de 10 ans, j'ai tombé en amour avec la bande dessinée. J'en ai fait. Toute mon adolescence, j'en ai fait. Quand j'ai été à l'université, j'ai étudié en marketing dans l'idée de vendre mes bandes dessinées, de rester sur mon chemin. Quand j'ai fini l'école, je suis venu vivre ma vie adulte à Montréal. Je me suis installé complètement dans une vie d'artiste, 100% artiste. Et je l'ai fait jusqu'à temps que je trouve l'illumination, en fait, l'éveil. Je dis pas que je suis dans l'éveil total, l'ultra samadhi, mais j'ai quand même l'éveil de l'être. J'ai goûté à mon être à plusieurs fois et je sais qu'est-ce que j'ai à faire pour le développer. J'ai toute une vie pour développer mon être et le développer tellement méthodiquement que je peux l'enseigner par la suite. Mais le plus important, c'est que je suis déjà heureux. Pourquoi je suis heureux? Follow your bliss. J'ai suivi ma passion. Ma passion, c'était de dire, je veux être un artiste, donc je le fais à 100%. Et à un certain point, vers 33 ans, j'ai compris que c'était le temps de commencer à travailler. Et le travail que j'ai trouvé, c'est un travail créatif. Je fais de la création. Je suis payé pour créer, faire des sites web, faire de la publicité, de l'infographie. C'est toutes des choses que j'aime faire. J'aime travailler. Bon, il y a des jours où j'aimerais ça mieux faire d'autres choses, là, mais en général, je suis vraiment épanoui dans mon travail. Les gens avec qui je travaille sont beaux et ils m'aident à grandir. Et tu vois, tout est là. Le bonheur, c'est de suivre sa voie à soi. Et le chemin, c'est pas un vrai chemin. Parce que l'éveil est déjà ici maintenant. Donc, il n'y a rien à faire. Il y a simplement à préparer le terrain et à faire en sorte que ça soit facile. Là, je suis en train de passer à un autre niveau beaucoup plus perfectionné pour rassurer que je sois au maximum de mon éveil jusqu'à la fin de ma vie. Et quand je vais le maîtriser, je vous l'enseignerai, mais bon, c'est super complexe, le livre de Spiritual Nutrition de Gabriel Cousens, et ça me fait perdre le souffle par moment. Il est vraiment, c'est un génie éveillé. Imaginez ça, c'est incroyable. J'avais lu un livre, je pense que ça s'appelle Surfing to Nirvana, qui pourrait peut-être vous intéresser. Je vais mettre le lien en dessous. Et ça m'avait fait comprendre ce que je suis en train de vous expliquer. C'est un gars, c'est un homme, un champion du snowboard. Il a fait toutes les montagnes sur la planète. Oh, c'est sur le point de lâcher. Je vais vous raconter mon histoire rapide. Alors, cet homme est un champion du snowboard et il a fait toutes les montagnes du monde. Sauf l'Himalaya. Là, il décide d'aller au top du top, l'Himalaya. Il s'en va sur l'Himalaya, il se laisse tomber avec un hélicoptère, il commence à descendre. Paf! Il fonce dans un Asiatique, qui en fait est son professeur d'illumination, qui s'était mis dans son chemin par exprès, sachant qu'il allait passer. Et là, ce maître lui enseigne à s'illuminer, à s'éveiller. Mais il lui enseigne par des techniques intégrant le surf ou le snowboard. Donc, il va surfer jusqu'au nirvana. Pourquoi? Parce que sa théorie, c'est qu'il faut que tu le fasses dans ce dans quoi tu es le meilleur. Donc, si moi, ce dans quoi je suis le meilleur, c'est la création, la créativité, l'art, ben c'est sûr que c'est par là que j'ai dû passer. Je vous ai expliqué déjà, il y a quelques vidéos, mon processus de création pour m'éveiller à l'être, m'éveiller à la spiritualité. Moi, j'ai utilisé cette technique. Donc, il faut savoir dans quoi tu es la meilleure et y aller à 150%, parce que c'est la seule manière de monter en toi-même et de faire descendre l'être dans ta chair. Donc, ma batterie est sur le point de me lâcher, donc je vous laisse sur ça. Je suis sûr que j'ai répondu majoritairement à la question. Et si je n'ai pas répondu, n'hésite pas à la reformuler, à la préciser. Ça va me faire plaisir d'aller plus loin. Merci d'être à l'écoute. On se revoit dans le prochain vlog.